Le verrou a cliqué derrière le docteur Maya Chen, tandis que ma mère martelait la petite fenêtre, assez fort pour la faire trembler. Elle n'a aucun droit de me laisser dehors, a hurlé ma mère. Je suis la tutrice médicale de Sophie. J'ai les papiers. Le docteur Chen ne l'a pas regardé. Elle a placé 2 images côte à côte sur l'écran lumineux. Cette fracture date de ce soir, a-t-elle dit, en pointant sous la pommette de ma fille. Puis son doigt s'est déplacé vers une ligne pâle et irrégulière, autour de l'œil gauche de Sophie. Celle-ci est plus ancienne, elle date de plusieurs mois. Ma bouche s'est asséchée. Sophie ne s'est jamais cassé un os du visage. D'après le dossier du centre de soins d'urgence, si, il y a 8 mois. Derrière nous, Sophie était recroquevillée sous une couverture d'hôpital, du glaçage bleu encore pris près de la racine de ses cheveux. 12 heures plus tôt, ma sœur lui avait écrasé son gâteau d'anniversaire au visage, pendant que la moitié de la pièce riait. Le docteur Chen a ouvert un document scanné. En bas se trouvait mon nom, Lorraine Bishop, sous une signature qui semblait presque correcte. Avez-vous autorisé Constance Bishop à prendre des décisions médicales pour Sophie? Non. La poignée de la porte s'est agitée. La voix d'Amber s'est élevée à l'extérieur. Lorraine, arrête d'aggraver les choses. C'était une blague. Sophie est tombée parce qu'elle a paniqué. Sophie a fixé la porte. Maman, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne laissez pas mamie me ramener dans la chambre du silence. Le docteur Chen a traversé la pièce et a enclenché le second verrou. Puis elle s'est accroupie devant Sophie. Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Elle a appelé la sécurité de l'hôpital, puis a composé le 911. Pendant qu'elle donnait notre numéro de chambre, j'ai fixé la fausse signature et je me suis souvenu du dossier bleu que Sophie avait sorti du bureau de ma mère, juste avant qu'Amber ne lui enfouisse le visage dans le gâteau. J'avais pensé que la pire chose que ma sœur pouvait faire, c'était d'humilier ma fille à sa propre fête d'anniversaire. Je n'avais aucune idée que ma famille était déjà en train d'écrire une histoire dans laquelle je la perdais. Restez avec moi pour découvrir ce qui se cachait dans ce dossier bleu, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vérité que ma famille a tenté d'enterrer. 12 heures plus tôt, je me suis garé dans l'allée de ma mère, avec un ballon en forme de 8 qui tapotait contre la vitre passager, et Sophie équilibrant un dessin sur ses genoux. Dans 2 semaines, nous devions déménager dans une autre ville pour mon nouveau poste. Je m'étais dit que cette fête offrirait à Sophie un dernier souvenir chaleureux de la famille, avant que tout ne change. Maman avait couvert le salon de photographie de Sophie. Il y avait des photos de la maternelle, des matins de Noël, des concerts de l'école, et des après-midi que je ne savais même pas qu'elle avait photographiées. Regarde toutes ces années dans ta vraie maison, a-t-elle dit en serrant Sophie dans ses bras. Elle a utilisé l'expression « vraie maison » 3 fois avant même que nous ayons enlevé nos manteaux, mais n'a jamais mentionné notre déménagement une seule fois. Sophie est restée près de moi. Elle souriait à l'arrivée des invités, mais ses épaules se tendaient chaque fois que maman lui touchait les cheveux, ou posait une autre question. À quelle heure ta mère est-elle rentrée mercredi? Combien de dîners as-tu mangé seul cette semaine? Oublies-tu encore tes devoirs? Chaque question semblait anodine. Pourtant, après chaque réponse, ma mère jetait un coup d'œil à un petit carnet à côté de sa tasse de café. J'ai ressenti une légère pointe d'irritation, puis je l'ai mise de côté. Depuis mon divorce, maman collectionnait les détails comme d'autres collectionnent les recettes. Elle avait récupéré Sophie à l'école, l'avait gardée pendant mes services tardifs, et me rappelait mes rendez-vous quand mon emploi du temps devenait impossible. Je me suis dit que c'était de l'inquiétude, pas un interrogatoire. Amber est arrivée avec 40 minutes de retard, portant une licorne en peluche rose, destinée à un enfant 2 fois plus jeune que Sophie. Pour ta nouvelle chambre, a-t-elle dit en la laissant tomber dans les bras de Sophie. Tu en auras besoin d'une qui reste au même endroit pour une fois. Je l'ai regardée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a ri et m'a fait la bise dans le vide. Ça veut dire que les enfants aiment la stabilité. Détends-toi, Lorraine. C'est un anniversaire. Sophie a posé la licorne sur une chaise sans répondre. Elle a passé l'heure suivante à dessiner notre nouvel appartement, avec une fenêtre jaune et 2 personnages se tenant la main. Quand son marqueur bleu s'est asséché, maman lui a dit qu'il y avait du matériel de dessin dans le bureau de son cabinet. Sophie a hésité dans le couloir. Tu peux venir avec moi. J'étais en train de découper des assiettes en carton de leur emballage plastique, pendant que maman appelait tout le monde à se rassembler autour du gâteau. C'est juste derrière cette porte, ma chérie.
Je serai là. Elle a disparu dans le couloir. Quelques minutes plus tard, elle est revenue sans marqueur. Elle tenait un dossier bleu contre sa poitrine et une page volante dans sa main. Son visage était devenu pâle. « Maman » a-t-elle dit en s'arrêtant à côté de moi. « Qu'est-ce que ça veut dire, tutelle d'urgence ?» La pièce s'est tue progressivement. Le sourire de maman a disparu. Amber, qui allumait les bougies, s'est retourné si vite que l'allumette lui a brûlé le bout du doigt. Sophie a baissé les yeux sur la page et a déchiffré une autre ligne. Lauren Bishop laisse fréquemment l'enfant mineur seul la nuit. Puis elle m'a regardé. Pourquoi mamie a-t-elle écrit que tu me laissais seul? Amber a bougé avant moi. Son expression choquée s'est transformée en un large sourire, si soudain qu'il semblait coller sur son visage. Quelqu'un devient bien trop sérieuse pour son anniversaire. Elle a soulevé le gâteau à deux mains. Des roses bleues tremblaient sur les bords. Que dirais-tu d'un masque de beauté d'anniversaire? J'ai vu Sophie reculer. J'ai vu Amber se jeter en avant. Le gâteau a heurté le visage de Sophie avec un bruit sourd et humide, et la force l'a projeté en arrière. Son épaule a d'abord heurté la chaise. Puis le côté de son visage a frappé le parquet. Plusieurs personnes ont ri. Le bruit n'a duré qu'une seconde, s'éteignant lorsque Sophie s'est recroquevillée sur le côté, se tenant la joue. Du glaçage bleu remplissait ses cils. Elle a essayé de crier, mais le mouvement de sa mâchoire l'a fait halter à la place. Maman ne s'est pas agenouillée à côté d'elle. Elle a arraché la page volante du sol et l'a fourrée dans le dossier. Tu n'avais rien à faire dans mon bureau privé. J'ai repoussé Amber et je me suis laissé tomber à côté de Sophie. Ne la touche plus. Le visage d'Amber avait perdu toute couleur. Elle a fixé la joue gauche de Sophie et a dit, elle ne peut pas s'être encore fait mal de ce côté-là. J'ai levé les yeux. Encore? Je veux dire, elle se cogne toujours partout. Amber a croisé les bras. Elle a paniqué et est tombée. Je l'ai à peine touchée. Sophie était consciente et pouvait répondre à mes questions, mais elle gardait une main pressée sur son visage. Maman a apporté une poche de glace et a insisté sur le fait que l'enflure était mineure. Quand j'ai attrapé mon téléphone, elle s'est penchée assez près pour que seul moi puisse l'entendre. Ne dénonce pas Amber pour une blague stupide. Elle a encore tout son avenir devant elle. Cette phrase aurait dû m'effrayer plus qu'elle ne l'a fait. Au lieu de cela, le choc et mes vieilles habitudes ont pris le dessus. Je voulais éloigner Sophie d'eux. Je voulais quitter la pièce, les questions, et les visages observateurs derrière nous. Je me suis dit que je pourrais l'examiner à la maison, et l'emmener à l'hôpital si quelque chose changeait pendant le trajet. Sophie est restée assise en silence, la poche de glace contre sa joue. Chaque fois que je posais des questions sur le dossier, elle se tournait vers la fenêtre. À un feu rouge, j'ai remarqué un coin de papier qui dépassait de la poche de sa robe. Il était maculé de glaçage bleu, mais je pouvais encore voir une partie d'un mot tapé et une série de chiffres. « Tu en as gardé un morceau ?» ai-je demandé. Ses doigts se sont refermés sur la poche. Mamie a pris le reste. À la maison, l'enflure s'est aggravée. Sophie a essayé de boire de l'eau et a grimacé en ouvrant la bouche. 2 heures plus tard, elle a vomi. Quand elle a dit que la lampe était devenue 2 lampes, j'ai attrapé mes clés et lui ai apporté son manteau. Sur le chemin des urgences, la lumière des lampadaires glissait sur son visage en bande pâle. Je la regardais dans le rétroviseur, luttant contre l'envie de poser toutes mes questions à la fois. Puis, Sophie a parlé sans me regarder. Mamie m'a déjà emmené chez un docteur. Elle a dit que tu n'étais pas censé le savoir. Le panneau rouge des urgences est apparu devant nous. J'ai regardé le visage enflé de ma fille dans le miroir, et j'ai compris, avant même qu'un médecin ne le confirme, que ce soir n'était pas la première fois qu'elle avait été blessée dans la maison de ma mère. Une infirmière nous a accueillis avec un fauteuil roulant, avant même que je ne me sois complètement arrêté à l'entrée des urgences. Sophie a protesté qu'elle pouvait marcher, mais quand elle a essayé de se lever, ses genoux ont fléchi et elle m'a attrapé. L'infirmière l'a guidée à l'intérieur, pendant que je suivais avec mon sac à main, son manteau, et le bout de papier taché de glaçage, serré dans ma main. Ils nous ont installés dans une petite salle d'examen et ont baissé les lumières, car Sophie disait que tout semblait trop lumineux. Elle était assise sur le lit, une poche de glace contre sa joue, surveillant la porte chaque fois que des pas passaient dans le couloir. Quand une autre infirmière s'est approchée pour vérifier ses pupilles, Sophie a sursauté si fort que le brassard de tensiomètre a glissé le long de son bras.
L'infirmière s'est arrêtée immédiatement. Je vais te dire avant de te toucher, d'accord? Sophie a hoché la tête, mais a gardé les yeux sur la porte. Le docteur Maya Chen est entré quelques minutes plus tard. Elle était calme, avec une voix posée qui ne faisait aucune promesse qu'elle ne pouvait tenir. Elle ne s'est pas approchée de Sophie tout de suite. Elle s'est présentée, a expliqué chaque étape, et a attendu que Sophie accepte avant d'examiner l'enflure sous son œil gauche et le long de sa joue. C'est plus qu'un léger impact, a-t-elle dit. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui ai dit la vérité. Amber avait soulevé le gâteau et l'avait enfoncé dans le visage de Sophie. Sophie était tombée en arrière et avait heurté le sol. Plusieurs personnes avaient ri. Ma mère avait qualifié cela de blague. J'avais ramené Sophie à la maison, car elle était consciente, répondait aux questions, et je voulais l'éloigner d'eux. Puis j'ai dit la partie qui avait le goût de la honte. J'aurais dû l'amener ici immédiatement. Le docteur Chen ne m'a ni réconforté, ni accusé. Vous l'avez amené quand ses symptômes ont changé. Maintenant, nous devons découvrir ce qui a été blessé. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Le nom de maman remplissait l'écran. Elle avait déjà appelé 6 fois depuis notre départ de la maison. Au 7e appel, j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle exigé. Amber est hystérique. Tout le monde pense que tu essaies de transformer un accident en crime. Nous sommes aux urgences, ai-je dit. Quel hôpital? Je vais venir expliquer ce qui s'est passé. J'ai regardé Sophie. À ce moment-là, je croyais encore que le pire acte de maman avait été de protéger Amber. Je ne comprenais pas encore pourquoi Sophie avait dit qu'elle avait déjà été emmenée chez un médecin. J'ai donné le nom de l'hôpital à maman et j'ai mis fin à l'appel. Le docteur Chen a ordonné une imagerie faciale et m'a dit que Sophie pourrait aussi avoir besoin d'un scanner, à cause des vomissements et de la vision double. Un technicien a poussé le lit dans le couloir. Chaque fois que les roues franchissaient une porte, Sophie serrait mes doigts plus fort. « Est-ce que mamie vient ?» a-t-elle demandé. Quand je lui ai dit que maman avait dit qu'elle venait, la main de Sophie est devenue froide dans la mienne. Je ne veux pas rentrer avec elle. Tu rentres avec moi, je l'ai promis. Elle a étudié mon visage, comme pour décider si je comprenais ce que je venais de promettre. Puis elle s'est tournée vers le plafond et n'a plus rien dit. Nous sommes retournés dans la chambre après les scanners. L'attente a semblé plus longue qu'elle ne l'était. J'ai nettoyé le glaçage séché des cheveux de Sophie avec un chiffon humide. Une couleur bleue restait près de son cuir chevelu et à l'intérieur du pavillon de son oreille. Chaque trace de cela donnait à la fête moins l'air d'une stupide erreur familiale, et plus celui d'une preuve. Le docteur Chen est revenu, une tablette à la main. Son expression avait changé. Elle a fermé la porte avant de parler. Le scanner montre une petite fracture sous la pommette de Sophie, datant de ce soir. Elle devrait guérir, mais nous devons surveiller l'enflure et sa vision. J'ai hoché la tête, attendant qu'elle continue. Il y a aussi des traces d'une fracture plus ancienne, autour de l'orbite gauche. Elle a guéri sans être correctement alignée. D'après la cicatrisation, elle date de plusieurs mois. J'ai regardé Sophie, puis de nouveau le médecin. C'est impossible. Elle ne s'est jamais cassé un os du visage. Le docteur Chen a tourné la tablette vers moi. 2 lignes pâles traversaient l'image. L'une était nette et nouvelle. L'autre était plus lisse, irrégulière, et déjà soudée. Elle a été traitée pour une blessure au visage il y a 8 mois, a dit le docteur Chen. Le dossier se trouve dans un système de centre de soins d'urgence connecté. Non, je me souviendrai d'avoir emmené mon enfant aux urgences. Vous êtes mentionné dans le dossier, mais vous n'étiez pas l'adulte qui l'a amené. Elle a ouvert le fichier. Constance Bishop avait fait l'admission de Sophie. La note disait que je n'avais pas pu être jointe. Il décrivait Sophie comme étant agitée, et affirmait qu'elle s'était blessée lors d'un épisode émotionnel. En pièce jointe du dossier, une autorisation médicale temporaire, permettant à ma mère de prendre des décisions pour elle. En bas, ma signature. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais signé quelque chose des années auparavant et oublié. Puis j'ai vu la première lettre de mon nom. Le L formait une boucle fermée. Le mien, jamais. Je l'ai toujours écrit ouvert, avec la barre inférieure qui s'éloigne, comme un crochet. Je n'ai pas signé ça, ai-je dit. Sophie s'est penchée vers l'écran. Elle a fixé la signature, puis m'a regardé. Ce n'est pas ton L,
Les yeux du docteur Chen ont alterné entre nous. Vous êtes certaine? Je lui ai dit que oui. On a frappé à la porte. Avant que quiconque ne réponde, la voix de maman est venue du couloir. Lorraine, ouvre cette porte. Sophie a ramené la couverture jusqu'à son menton. Le docteur Chen est sorti, pendant que je restais près du lit. À travers la petite fenêtre, j'ai vu maman tenant un dossier en plastique. Amber se tenait derrière elle, les bras croisés. Ses yeux étaient enflés par les pleurs, mais la vue de Sophie ne l'a pas fait s'approcher. Maman a levé le document quand le docteur Chen lui a parlé. J'ai l'autorisation. J'ai déjà emmené cet enfant à des rendez-vous. Lorraine devient confuse quand elle est sous pression, surtout maintenant qu'elle essaie d'éloigner Sophie de tous ceux qui la connaissent. Amber s'est penchée vers la porte. Le gâteau était une blague. Sophie s'est retirée, a perdu l'équilibre et est tombée. Lorraine fait passer ça pour violent, parce qu'elle veut une excuse pour nous couper les ponts. Le docteur Chen est revenu à l'intérieur et a fermé la porte. Lorraine, avez-vous signé l'autorisation que votre mère a apportée? Je lui ai répété que non. Maman a essayé la poignée. C'est ridicule. Je suis la seule personne ici qui pense clairement. Sophie a besoin de rentrer à la maison, de se reposer, et d'arrêter d'être interrogée. Les doigts de Sophie se sont refermés sur la couverture. Sa respiration est devenue rapide et superficielle. Maman a frappé de nouveau. Sophie, ma chérie, mamie est là. On rentre à la maison. Sophie a secoué la tête. Elle a regardé le docteur Chen, puis m'a regardé, comme si elle avait besoin que quelqu'un en dehors de notre famille l'entende. S'il vous plaît, ne laissez pas mamie me ramener dans la chambre du silence. Le docteur Chen a traversé la pièce et a enclenché le verrou. Puis elle s'est baissée jusqu'à être au niveau de Sophie. Tu es en sécurité maintenant, ma chérie, a-t-elle dit. Puis elle a appuyé sur le bouton d'appel et a demandé à la sécurité de l'hôpital de venir immédiatement. Elle a décroché le téléphone et a composé le 911. Dehors, la voix de maman s'est faite plus aiguë. Elle m'a accusé d'être devenue instable après le divorce. Elle a dit que j'avais rempli la tête de Sophie de peur parce que je voulais de la pitié. Amber a frappé la porte de sa paume. Elle ment. Elle ment toujours quand elle a peur. Sophie a sursauté, mais le docteur Chen est resté entre le lit et la porte. Elle a donné au répartiteur notre numéro de chambre, et a dit qu'un adulte tentait de retirer un enfant en utilisant des documents médicaux contestés, après que des preuves d'une blessure plus ancienne aient été trouvées. La sécurité est arrivée la première. 2 officiers de police sont venus plusieurs minutes plus tard, et ont séparé maman et Amber. Leurs voix se sont estompées alors qu'elles étaient conduites dans différentes zones du service. Le silence qui a suivi a semblé contre nature après tant de coups. Le docteur Chen m'a dit que l'hôpital ferait un rapport formel au service de protection de l'enfance. Elle a expliqué que Sophie serait interrogée par une personne formée pour parler aux enfants, et que personne ne serait autorisé à l'emmener pendant que les questions de sécurité immédiate seraient examinées. Je me suis assise à côté de ma fille et j'ai regardé de nouveau le dossier du centre de soins d'urgence. 8 mois plus tôt, alors que je croyais Sophie en sécurité chez ma mère, quelqu'un l'avait emmenée pour un os cassé, avait signé mon nom, et avait créé un rapport disant qu'elle s'était blessée parce que je n'avais pas pu être jointe. Le premier document qui pourrait être utilisé pour me dépeindre comme une mère absente et instable existait depuis 8 mois. Je ne savais pas qu'il existait, jusqu'à la nuit où ma sœur a de nouveau cassé le visage de ma fille. Le détective Raphaël Alvarez est entré après avoir parlé avec le docteur Chen. Il a posé une copie imprimée de l'autorisation sur le comptoir entre nous et a pointé la fausse signature. « Si vous n'avez pas signé ça, » a-t-il demandé, « qui avait accès à votre signature ?» Le détective Alvarez n'a pas posé sa question comme une accusation, mais je l'ai ressenti comme telle. J'ai fixé la fausse signature et j'ai essayé de penser à tous les formulaires que j'avais signés l'année dernière. Inscription scolaire, papier d'assurance, fiche de contact d'urgence, autorisation de sortie. Ma mère avait des copies de plusieurs d'entre eux, car elle récupérait Sophie quand mes services se prolongeaient. Amber travaillait dans un cabinet d'avocat familial et m'avait une fois aidé à imprimer des documents après mon divorce. Les deux auraient pu l'avoir, ai-je dit. Mais ça ne me dit pas qu'il a copié. Il a hoché la tête et a demandé à une infirmière de m'emmener dans une salle de consultation. Sophie est restée avec le docteur Chen jusqu'à l'arrivée d'un travailleur de la protection de l'enfance. Je voulais rester à ses côtés,
mais le travailleur a expliqué que Sophie avait besoin d'une chance de parler sans s'inquiéter de ma réaction. J'ai accepté, car je savais que c'était juste, même si voir la porte se refermer entre nous a fait se rebeller chaque instinct en moi. Alvarez a commencé par mon emploi du temps. J'ai expliqué que je coordonnais la couverture des services pour une société de transport routier régional, et que je travaillais parfois 10 ou 12 heures quand des chauffeurs se désistaient. Maman avait récupéré Sophie à l'école pendant ces semaines-là. Quelques nuits, Sophie avait dormi chez elle, parce que je finissais trop tard pour la déplacer après l'heure du coucher. C'était fréquent, a-t-il demandé. Pas chaque semaine, mais assez souvent pour que maman garde des vêtements pour elle. Il a posé des questions sur le déménagement. Je lui ai dit que j'avais accepté une promotion à 2 heures de route, et que je prévoyais de déménager après la fin de l'année scolaire. Il a demandé si ma mère s'y opposait. J'ai failli dire qu'elle était simplement émotive à l'idée de perdre du temps avec Sophie. Puis je me suis souvenu du dossier bleu et j'ai changé ma réponse. Elle ne m'a jamais dit de ne pas partir. Elle continuait juste à parler comme si Sophie appartenait à cet endroit. Vint ensuite la question que je redoutais. Pourquoi avais-je ramené Sophie à la maison, au lieu d'appeler la police ou de la mener directement aux urgences? Je lui ai dit qu'elle était réveillée, parlait clairement et pouvait marcher. Je lui ai dit que maman avait insisté sur le fait que l'enflure était mineure. Je lui ai dit que j'avais voulu sortir Sophie de la maison avant que la dispute ne s'aggrave. Chaque fait était vrai, mais dit à voix haute, il sonnait comme des pièces que quelqu'un pourrait réarranger en négligence. Alvarez a écrit sans réagir. Pensiez-vous que votre fille était en sécurité avec votre mère avant ce soir? Oui. Et maintenant? Non. Quand le travailleur de la protection de l'enfance est revenu, il m'a seulement dit que Sophie était assez calme pour continuer, et avait demandé du papier pour dessiner. Je n'ai pas été autorisé à entendre l'entretien complet. La limite protégeait Sophie, mais elle me laissait assise dans un couloir, pendant que des inconnus rassemblaient des morceaux de la vie de ma fille que je n'avais pas réussi à voir. Alvarez est revenu après avoir parlé séparément avec maman et Amber. Il a dit que maman s'était décrite comme la personne qui intervenait à plusieurs reprises, quand mon travail laissait Sophie sans surveillance. Elle a affirmé que Sophie avait des antécédents de débordement, de jet d'objets et d'automutilation. Selon elle, la visite aux urgences 8 mois plus tôt avait été l'une des nombreuses fois où elle nous avait sauvés d'une crise. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Sophie n'a jamais eu d'épisode comme ça. Il a posé plusieurs photographies imprimées sur la table. Maman les avait fournies comme preuve d'un foyer instable. L'une montrait mon salon, avec du linge sur le canapé. Elle avait été prise la semaine où Sophie et moi avions la grippe. Une autre montrait Sophie endormie sur ce même canapé, portant encore ses vêtements d'école. Maman avait pris la photo après que Sophie se soit endormie pendant un film, pendant que je préparais le dîner. La troisième montrait un réfrigérateur presque vide, le matin avant l'arrivée de ma livraison de courses. Les photographies étaient réelles. L'histoire construite autour d'elle ne l'était pas. La panique a commencé à monter en moi, malgré tout. Un juge ou un travailleur social ne sentirait pas la soupe mijotée hors du cadre. Il ne saurait pas que le linge était propre, ou que les courses étaient arrivées 2 heures plus tard. Il verrait exactement ce que maman voulait qu'il voie. La déclaration d'Amber était plus simple. Elle a dit que le gâteau avait été une blague familiale inoffensive. Sophie s'était retirée brusquement, avait perdu l'équilibre et était tombée. Elle a affirmé que j'avais saisi l'accident comme une excuse pour couper les ponts avec la famille avant de déménager. Le docteur Chen a interrompu cette version. Son rapport indiquait que la nouvelle fracture de Sophie était compatible avec une force importante, suivie d'une chute brutale. L'emplacement et l'angle ne soutenaient pas l'idée que Sophie avait simplement trébuché toute seule. Il n'y avait également aucune preuve qu'elle s'était causé la blessure elle-même. Je me suis souvenu du bout de papier dans mon sac. Le glaçage avait séché en une croûte bleue rigide le long d'un bord. Quand je l'ai déplié, seule une partie de la page restait, mais l'impression était encore lisible. Un numéro de dossier apparaissait près du haut. En dessous, les mots « Requérante, Constance Bishop ». En bas de la section déchirée, je pouvais déchiffrer « Tutelle d'urgence temporaire ». Ma mère n'avait pas téléchargé d'informations pour m'aider à comprendre le droit de la garde. Elle s'était préparée à demander ma fille à un tribunal. Alvarez a photographié le bout de papier et a posé des questions sur la date de l'ancienne fracture. J'ai ouvert l'application de planification sur mon téléphone et j'ai remonté de 8 mois.
La date correspondait à une semaine où 2 répartiteurs étaient absents pour maladie. J'avais travaillé près de 13 heures et j'avais demandé à maman de garder Sophie pour la nuit. Un souvenir est revenu avec une clarté humiliante. Maman m'avait envoyé un SMS pour me dire que Sophie s'était cogné le visage contre une porte de placard en attrapant un verre. Elle avait dit qu'il y avait un bleu, mais rien de grave. J'avais proposé de quitter le travail. La réponse de maman était toujours là. Ne risque pas ton travail pour une petite bosse. Je m'en occupe. Un deuxième message était arrivé d'Amber, 20 minutes plus tard. On s'en est occupé. Elle va bien. Je les avais remerciés. Les mots semblaient différents maintenant. Elles savaient toutes les deux que quelque chose s'était passé. Elles avaient décidé ensemble de ce que j'étais autorisé à savoir, puis avaient utilisé mon absence comme partie du dossier contre moi. L'hôpital a établi un plan de sécurité temporaire avant de laisser sortir Sophie. Elle pouvait partir avec moi, mais maman et Amber n'étaient pas autorisées à la contacter directement, pendant que l'examen immédiat se poursuivait. Les autorisations de sortie de l'école seraient modifiées, et toute tentative d'emmener Sophie devait être signalée. Quand Sophie est revenue dans la pièce, elle avait l'air épuisée. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle avait dit aux travailleurs. Je l'ai aidée à mettre son manteau et je lui ai promis qu'elle rentrait à la maison avec moi. Avant notre départ, Alvarez s'est arrêté près de l'ascenseur. « Il y a une chose à laquelle je veux que vous réfléchissiez, » a-t-il dit. « Pourquoi votre sœur a-t-elle dit encore, avant que quiconque ne sache qu'il y avait une ancienne fracture ? » Dans le parking, ma cousine m'a envoyé la vidéo qu'elle avait enregistrée pendant la cérémonie du gâteau. Je l'ai regardée une fois, puis j'ai fait défiler la chronologie en arrière, image par image. Sophie a transporté le dossier bleu dans la pièce. Amber a vu la page, a attrapé le gâteau, et l'a frappé. Puis est venue la phrase. Elle ne peut pas s'être encore fait mal de ce côté-là. J'ai figé l'image. Amber regardait la joue gauche de Sophie. Derrière elle, maman ne regardait pas du tout Sophie. Il n'y avait aucune surprise sur son visage, aucune confusion, aucune peur pour l'enfant allongé sur le sol. Elle regardait le dossier bleu dans la main de Sophie. J'ai ramené Sophie à la maison juste avant l'aube. L'hôpital avait emballé ses instructions dans un dossier blanc, mais je l'ai laissé non ouvert sur le comptoir de la cuisine, pendant que je l'installais sur le canapé avec des oreillers, de l'eau, et les analgésiques que le docteur Chen avait approuvés. Toutes les quelques minutes, Sophie regardait vers le couloir, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse. Je ne lui ai pas posé de questions sur la chambre du silence. Au lieu de cela, j'ai appelé son école et j'ai retiré maman et Amber de la liste des personnes autorisées à la récupérer. J'ai modifié les contacts d'urgence sur son compte étudiant, j'ai appelé notre compagnie d'assurance, j'ai réinitialisé le mot de passe du portail patient, et j'ai ajouté un code de sécurité verbal que personne dans ma famille ne pourrait deviner. J'ai verrouillé le compte de la pharmacie, j'ai changé l'email de récupération de chaque connexion médicale, et j'ai demandé des alertes pour toute tentative d'accès au dossier de Sophie. Chaque tâche était assez petite pour être accomplie en quelques minutes. Ensemble, elles m'ont montré à quel point j'avais cédé d'accès sans m'en apercevoir. Sophie a refusé de dormir dans sa chambre. Elle a dit que le couloir était trop sombre, alors j'ai fait un lit à côté du canapé. Quand je me suis assise près d'elle, elle a regardé attentivement mon visage. « Tu n'as rien à me dire ce soir ?» ai-je dit. Ses épaules se sont détendues, mais seulement légèrement. « Je suis désolé de ne pas avoir écouté quand tu as dit que tu ne voulais pas dormir chez mamie. » Elle a pressé le bord de la couverture entre ses doigts. « Tu as dit qu'elle avait des règles. » « Oui. Je pensais que c'était les règles qui te faisaient peur. » Je me suis forcé à ne pas expliquer à quel point j'avais été fatigué, ou à quel point j'avais eu besoin de l'aide de maman. J'aurais dû te demander ce qui s'était passé là-bas. Sophie a tourné son visage vers le coussin du canapé. Je n'ai pas demandé si elle me pardonnait. Des excuses n'étaient pas une demande pour qu'elle me fasse me sentir mieux. Après qu'elle se soit endormie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai reconstitué le jour de l'ancienne blessure. Mon calendrier de travail montrait 2 répartiteurs absents pour maladie et un service de 13 heures. Mes SMS montraient maman se portant volontaire pour garder Sophie pour la nuit. Un reçu d'épicerie placé Amber près du quartier de maman ce soir-là. Un reçu de station-service de ma propre carte prouvait que j'étais resté de l'autre côté de la ville, près du centre de distribution. Puis j'ai trouvé les photographies que maman avait envoyées. La première montrait Sophie à la table de la cuisine avec un bol de glace.
Son œil gauche avait l'air gonflé, mais ses cheveux avaient été peignés sur ce côté de son visage. Maman avait écrit, tu vois, parfaitement bien. L'horodatage était 21h18. La clinique d'urgence mentionnée dans le dossier de l'hôpital avait fermé à 20h. La photographie n'avait pas été prise avant que maman ne décide si Sophie avait besoin d'aide. Elle avait été prise après la visite à la clinique, après le scanner, après que quelqu'un ait su que son visage était fracturé. La glace avait été un accessoire pour me rassurer. À 8h30, j'ai appelé Dana Whittaker, l'avocate qui s'était occupée des derniers documents de garde de mon divorce. Elle a écouté sans m'interrompre, pendant que je décrivais le gâteau, l'ancienne fracture, l'autorisation falsifiée, et la page déchirée que Sophie avait gardée. Photographiez tout et n'envoyez rien directement à votre mère, a-t-elle dit. Le bout de papier fait partie d'une requête de tutelle. La fausse autorisation médicale pourrait avoir de l'importance, à la fois dans une enquête criminelle et dans une procédure devant le tribunal de la famille. Maman peut-elle vraiment prendre Sophie? Pas simplement parce qu'elle a déposé des papiers, mais les requêtes d'urgence peuvent avancer rapidement, surtout quand quelqu'un présente des dossiers médicaux et prétend qu'un enfant est en danger immédiat. Nous avons besoin du dossier complet avant qu'elle ne contrôle le récit. Dana a envoyé une demande de conservation formelle, et m'a aidé à demander le dossier du centre de soins d'urgence par la voie appropriée. L'après-midi, le détective Alvarez avait obtenu le même dossier dans le cadre de son enquête. Les notes détaillées étaient pires que le résumé. Constance Bishop avait signé la ligne d'admission marquée « tuteur ». Amber Bishop était mentionnée comme l'adulte accompagnant. Le clinicien avait écrit que Sophie était agitée après avoir été placée seule pour se calmer, et était tombée en se comportant de manière impulsive. J'ai lu la phrase 3 fois. Placée seule. Cela sonnait assez clinique pour cacher presque n'importe quoi. Sophie était réveillée à table, dessinant avec son côté non blessé incliné loin de la lumière. Je me suis assise en face d'elle, sans mettre le dossier médical en vue. Tu as appelé un endroit chez mamie, la chambre du silence, ai-je dit. Peux-tu me montrer où c'était? Elle n'a pas répondu. Elle a tiré une feuille blanche de son bloc et a dessiné un rectangle. À l'intérieur, elle a ajouté une étagère basse, un grand bac en plastique avec un sapin de Noël sur le côté, et une porte avec une petite marque près du haut. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en pointant la marque. Le loquet. Elle a dessiné un bonhomme allumette à côté de l'étagère. Puis elle a fait grimper le personnage. Je ne pouvais pas l'atteindre depuis le sol, a-t-elle dit. Ma gorge s'est serrée. Alors, tu as grimpé sur l'étagère pour ouvrir la porte? Elle a hoché la tête. J'ai attendu, mais elle n'a pas dit qui avait fermé la porte, ou pourquoi elle avait été mise à l'intérieur. Je n'ai pas insisté. Le dessin était déjà plus que ce qu'elle avait pu me donner la nuit précédente. Un souvenir a refait surface, alors que je regardais le bac de Noël. Le matin après cette visite d'une nuit, Amber avait apporté à Sophie un bracelet en argent avec de minuscules perles bleues. Elle avait dit qu'elle l'avait vu dans une vitrine et avait pensé que Sophie l'aimerait. Je me suis souvenu avoir trouvé étrange qu'Amber arrive avant le petit déjeuner avec un cadeau. Sophie avait porté le bracelet pendant des semaines. Je l'ai trouvé dans la boîte à bijoux à l'étage. Une petite étiquette en papier était encore en dessous, pliée autour du fermoir. L'impression était délavée, mais le nom de la boutique de cadeaux de l'hôpital d'urgence était visible le long du bord. Amber ne l'avait pas acheté dans un magasin près de son appartement. Elle l'avait acheté à la clinique pendant que Sophie était soignée. J'ai envoyé des photographies du bracelet et de l'étiquette à Alvarez. Il a appelé 20 minutes plus tard. La première déclaration d'Amber dit qu'elle n'a pas vu Sophie ce jour-là, m'a-t-il dit. Elle a prétendu qu'elle n'avait entendu parler de l'accident de placard que par votre mère. Elle était mentionnée dans le dossier médical. Oui, nous documentons la contradiction. Le mot « contradiction » semblait trop faible. Amber avait regardé Sophie recevoir un traitement pour un visage fracturé, lui avait acheté un bracelet à la clinique, puis avait passé 8 mois à prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. Dana a appelé ce soir-là. Elle m'a prévenu de ne pas confondre l'enquête avec une protection contre une requête judiciaire rapide. Votre mère pourrait soumettre la requête avant que la police ne finisse de vérifier chaque document. Préparez-vous à cette possibilité. L'email est arrivé moins d'une heure plus tard. Un huissier avait tenté une livraison à mon appartement pendant que j'étais à l'hôpital. Dana a transmis la copie électronique.
Constance avait déposé une demande de tutelle d'urgence temporaire de Sophie. La requête utilisait la blessure d'anniversaire comme preuve que je n'avais pas réussi à protéger mon enfant. Elle décrivait ma décision de ramener Sophie à la maison avant les urgences comme étant imprudente. Elle répétait les affirmations sur mes heures de travail, les nuits passées chez elle, et les supposés épisodes émotionnels de Sophie. Puis j'ai atteint l'allégation jointe à l'ancien dossier du centre de soins d'urgence. Elle déclarait que j'avais soit causé la précédente blessure faciale de Sophie, soit l'avais sciemment dissimulée aux autorités médicales et juridiques. Pendant des mois, maman avait collecté de vrais moments de ma vie. De longs services, des retards à l'école, une chambre en désordre, un enfant épuisé endormi sur un canapé. Maintenant, elle avait enroulé ses erreurs autour d'une signature falsifiée et d'une fracture cachée, jusqu'à ce que le mensonge ait l'air assez organisé pour être vrai. La date de l'audience était imprimée en bas. Dans 3 jours. Si je ne parvenais pas à démonter l'histoire que ma mère avait construite, elle pourrait me forcer à prouver que je méritais de garder ma propre fille. Dana est arrivée avant 9 h le lendemain matin, avec une copie imprimée de la requête, 3 bloc-notes jaunes, et le genre d'expression qui me disait de ne pas attendre de réconfort avant la clarté. Sophie se reposait dans ma chambre, la porte ouverte et des dessins animés jouant doucement. Je lui avais dit que Dana m'aidait à m'assurer que personne ne pourrait l'emmener nulle part sans ma permission. Je ne lui ai pas dit qu'une audience avait déjà été programmée pour décider exactement de cela. Dana a étalé la requête sur la table de ma cuisine. La stratégie de votre mère n'est pas de prouver un événement terrible, a-t-elle dit. C'est d'agencer des erreurs ordinaires, jusqu'à ce qu'elles ressemblent à un schéma. Elle m'a montré les sections une par une. Maman avait listé 2 fois où j'avais été en retard pour la sortie de l'école. Elle a inclus les 3 mois après mon divorce, où mon médecin m'avait prescrit une faible dose d'anxiolytique. Elle a joint des photographies de l'appartement pendant la semaine où Sophie et moi avions la grippe. Elle a compté chaque nuit passée chez elle comme une preuve que j'étais incapable de gérer mon enfant. Rien de tout cela n'était inventé. C'est ce qui le rendait effrayant. Le premier retard s'est produit lorsqu'un camion s'est renversé sur l'autoroute, et la moitié de mes chauffeurs étaient bloqués. J'avais appelé l'école et maman. Le second s'est produit après qu'un répartiteur se soit effondré au travail. Le médicament avait été prescrit, surveillé et arrêté sans incident. Les photographies de l'appartement montraient du linge et des courses non déballées, pas de la négligence. Mais la requête a supprimé chaque explication et a placé les faits à côté de phrases comme « instabilité chronique »,« supervision incohérente » et « risque émotionnel ». Elle n'avait pas besoin d'un mensonge complet, ai-je dit. Elle avait seulement besoin de démonter la vérité. Dana a hoché la tête. Et de la remonter dans un ordre qui la sert. Une pièce jointe était décrite comme une « préoccupation écrite d'un enseignant ». La phrase citée disait « Sophie arrivait souvent fatiguée et semblait anxieuse face au changement de routine ». Dana a regardé la page pendant plusieurs secondes. « Ce n'est pas une lettre complète », a-t-elle dit. Il n'y a ni salutation, ni signature, ni paragraphe environnant. On dirait que c'est copié de quelque chose d'autre. J'ai appelé l'école et j'ai demandé les dossiers complets de Sophie. Je n'ai pas mentionné l'audience à son enseignante au téléphone, ni exigé que quiconque prenne mon parti. Dana m'avait prévenu que la pression, même bien intentionnée, pourrait être utilisée pour suggérer que j'influençais des témoins. L'école m'a permis de consulter le dossier cet après-midi-là. L'enseignante de Sophie, Mademoiselle Keller, a rejoint la coordinatrice des dossiers dans une petite salle de conférence. Elle a semblé perturbée quand je lui ai montré la phrase citée. Ça vient d'un email de suivi, a-t-elle dit. La phrase complète était que Sophie arrivait parfois fatiguée après les week-ends avec la famille élargie, et semblait anxieuse lorsque les routines changeaient entre les foyers. Je demandais s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour faciliter les lundis. Ma mère vous a-t-elle déjà parlé de moi? Mademoiselle Keller a hésité plusieurs fois. Elle a demandé si vous oubliez les fournitures scolaires, si Sophie semblait avoir faim, et si elle était inhabituellement fatiguée après les week-ends avec vous. Elle s'est présentée comme la personne qui s'occupait de la plupart des soins quotidiens de Sophie. Cette déclaration m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Maman n'avait pas simplement répondu aux questions quand on lui en posait. Elle était allée chercher des détails qui pourraient paraître suspects. La coordinatrice des dossiers a sorti l'historique des contacts d'urgence. Une mise à jour avait été soumise 4 mois plus tôt, donnant à Constance Bishop une autorisation de sortie illimitée, et le pouvoir d'approuver les décisions scolaires de routine lorsque je n'étais pas disponible.
Le formulaire portait ma signature. La première lettre était fausse, de la même manière que l'autorisation médicale. Le L se fermait en boucle au lieu de rester ouvert. Je n'ai pas signé ça, ai-je dit. La coordinatrice a imprimé le journal de soumission. Il avait été téléchargé à partir d'une adresse email contenant les initiales de maman. Elle avait utilisé une copie scannée de ma signature, probablement prise d'un ancien formulaire scolaire, et avait modifié son accès sans me le dire. Quand je suis rentré à la maison, Sophie dessinait au comptoir de la cuisine, pendant que Dana examinait les nouveaux dossiers. Je me suis assise à côté d'elle et je ne lui ai montré que la signature, en couvrant le reste de la page. « As-tu déjà vu mamie écrire mon nom ?» Sophie l'a étudié. Elle m'a fait pratiquer une phrase. Quelle phrase? Son crayon s'est arrêté de bouger. Maman oublie des choses quand elle stresse. Tate-elle dit pourquoi. Elle a dit que les gens poseraient des questions quand on déménagerait. Je devais le dire de la même manière pour qu'ils ne pensent pas que j'étais confuse. J'ai gardé ma voix stable. L'as-tu cru? Sophie a haussé les épaules sans lever les yeux. Parfois, tu oublies mon jour de bibliothèque. L'honnêteté a piqué, mais je l'ai accueilli. C'est vrai. Oublier le jour de la bibliothèque n'est pas la même chose que t'oublier. Elle a hoché la tête, bien que je ne puisse pas dire si la distinction lui semblait encore sûre. Maman n'avait pas seulement rassemblé des dossiers. Elle avait fait répéter l'enfant que ces dossiers étaient censés décrire. J'ai appelé Amber une fois. Elle a laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS avec une seule question. As-tu aidé maman à préparer la requête de tutelle? Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. J'ai imprimé des formulaires parce qu'elle l'a demandé. C'est tout. J'ai demandé si elle avait copié ma signature ou mis à jour le fichier de contact de l'école. Elle n'a pas répondu. Le détective Alvarez a appelé ce soir-là. Je lui ai donné les dossiers de l'école et le journal de téléchargement. Il a dit qu'il renforçait l'enquête, mais qu'il avait encore besoin de la preuve que maman savait que les signatures étaient fausses, et qu'elle les avait utilisées intentionnellement. Elle dira que vous avez donné une autorisation verbale, ou qu'elle croyait qu'une ancienne autorisation s'appliquait toujours, a-t-il expliqué. La suspicion n'est pas la même chose que de prouver l'intention. La distinction avait un sens juridique, mais était insupportable personnellement. Maman avait une fausse signature dans un dossier médical, une autre dans un dossier scolaire, une fracture cachée, et une requête pour prendre mon enfant. Pourtant, le système exigeait encore que chaque pièce soit reliée par des preuves, pas par de l'indignation. Ma cousine m'a envoyé un message pour me demander si elle devait publier la vidéo de l'anniversaire. Elle a dit que la moitié de la famille répétait déjà la version de maman, et que la pression publique pourrait forcer Amber à admettre ce qu'elle avait fait. Pendant plusieurs minutes, j'ai voulu exactement cela. J'ai imaginé la vidéo se propageant au-delà de notre famille. Des inconnus voyant le gâteau frapper le visage de Sophie, des commentaires se retournant contre Amber, et maman perdant le contrôle de l'histoire. Dana m'a arrêté avant que je ne donne l'autorisation. Cette vidéo contient le pire anniversaire de votre fille, a-t-elle dit. Une fois qu'elle est publique, vous ne pouvez pas la reprendre. Protéger Sophie ne signifie pas faire en sorte que le monde entier assiste à sa douleur. J'ai regardé vers la chambre où Sophie dormait. Maman avait déjà traité sa vie comme du matériel pour un dossier. Je n'allais pas la transformer en matériel pour un public. Gardez-la avec les enquêteurs, ai-je dit. Ne la publiez pas. Plus tard, en préparant les vêtements d'école pour le lendemain, Sophie a trouvé une feuille plastifiée, pliée dans la poche avant de son sac à dos. En haut, maman avait écrit « Tableau de routine familiale » avec des lettres bleues et joyeuses. Il listait l'heure du petit déjeuner, l'arrivée à l'école, le dîner, les devoirs, le bain et le coucher. À côté de chaque élément, il y avait des cases marquées « Terminé »,« En retard » ou « Modifié ». Au dos, maman avait écrit des dates à côté de notes sur mon emploi du temps. Lorraine a changé la sortie avec 20 minutes de préavis. Lorraine est arrivée après l'heure du coucher. Aucun dîner préparé observé. Sophie a dormi chez Constance. Je reconnaissais la plupart des dates. Maman avait présenté le tableau comme un moyen d'aider Sophie à se sentir en sécurité entre les foyers. Je l'avais remerciée d'être organisée. Maintenant, le même tableau se lisait comme de la surveillance. Dana a photographié chaque page. Cela montre une collecte d'informations au fil du temps, a-t-elle dit. Cela ne prouve pas la fraude en soi,
mais cela aide à établir l'intention. Mon téléphone a sonné juste après 22 heures. Le numéro était masqué. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai répondu sans parler. La voix d'Amber est venue doucement. Tu es seul? Qu'est-ce que tu veux? Il y a eu une pause. Maman n'avait jamais prévu de mettre mon nom sur la requête non plus. J'ai serré plus fort le téléphone. Tu as cassé le visage de Sophie. Je sais ce que j'ai fait. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas excusée. Je sais aussi ce que maman m'a dit que nous faisions, et ce n'est pas ce qu'elle a déposé. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu dises? Parce que j'ai les brouillons, les emails, les photos, les versions de ta signature, des choses qu'elle pense que j'ai supprimées. Amber a encore baissé la voix. Retrouve-moi sans que maman le sache. Je peux prouver qui a tout écrit. J'ai regardé le tableau de routine de Sophie sur la table, les notes que ma mère avait déguisées en soins, et la date de l'audience à moins de 48 heures. Amber avait peut-être les preuves qui pourraient arrêter maman. Elle était aussi la femme qui avait enfoncé un gâteau dans le visage de ma fille pour cacher ses preuves. Dana a refusé de me laisser rencontrer Amber dans un parking ou un café. À midi, elle avait organisé une conférence enregistrée dans son bureau, avec un consentement écrit pour tout ce qu'Amber choisirait de fournir. Le détective Alvarez savait que la réunion avait lieu, mais il ne s'y joindrait que si Amber le demandait. Dana voulait que les preuves soient conservées sans transformer la première conversation en un interrogatoire qui pourrait faire fuir Amber. Avant de partir, j'ai emmené Sophie chez Madame Talbot, une conseillère scolaire à la retraite, dont les antécédents avaient été vérifiés par le bureau de Dana et le plan de sécurité temporaire. Sophie l'avait rencontrée une fois à l'école et avait accepté de rester. Je lui ai seulement dit que je devais parler à quelqu'un des papiers que mamie avait faits. Elle n'a pas demandé si cette personne était Amber. Au bureau de Dana, je m'attendais à discuter de la réunion. Au lieu de cela, elle a placé une déclaration vierge devant moi, et m'a demandé de lister chaque fois où je m'étais appuyé sur maman pour prendre soin de Sophie au cours de l'année écoulée. J'ai noté les services tardifs, les nuits passées chez elle, les récupérations d'urgence, et les semaines après mon divorce où j'avais à peine pu maintenir mon emploi du temps. Quand j'ai atteint la nuit où Sophie avait dit pour la première fois qu'elle ne voulait pas dormir chez mamie, j'ai écrit qu'elle s'était plainte de règles strictes. Dana a lu la phrase et m'a regardé. C'est ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle détestait être là-bas. Alors, écrivez ça. La chaleur m'est montée au visage. Si j'écris ça comme ça, on dirait que je l'ai ignoré. Vous avez ignoré cette déclaration. Je pensais qu'elle résistait à l'heure du coucher. Cette explication vient après les faits, pas à la place. Dana a repoussé la page vers moi. Si vous commencez à modifier la vérité pour protéger votre image, vous entrez dans le même jeu que votre mère. Les mots faisaient mal, car ils étaient justes. J'ai barré ma phrase et j'ai écrit que Sophie m'avait dit qu'elle détestait dormir chez mamie, et que j'avais accepté l'explication de Constance au lieu de demander à ma fille ce qui s'était passé là-bas. J'ai ajouté les nuits où j'avais choisi la commodité, parce que je faisais confiance à ma mère. J'ai noté le jour où j'ai remercié maman et Amber pour avoir géré l'accident de placard. Quand j'ai terminé, la déclaration me donnait l'air fatigué, surmené, et trop prompte à accepter de l'aide sans poser de questions. Elle rendait aussi une chose indubitable. Je n'avais jamais autorisé personne à cacher une blessure, à falsifier mon nom, à faire répéter des déclarations à Sophie, ou à se préparer à en obtenir la garde. Amber est arrivée avec 15 minutes de retard, portant le même manteau qu'elle portait à l'hôpital. Elle s'est arrêtée à l'intérieur de la salle de conférence et a regardé de Dana à l'appareil d'enregistrement. Vous avez dit que ce n'était pas la police. Ce ne l'est pas, a dit Dana. Vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Lorraine ne se réunira pas en privé, et tout ce que vous fournirez sera documenté. Amber a laissé tomber une épaisse enveloppe et une clé USB sur la table. Je ne fais pas ça pour elle. Je n'ai pas demandé pour qui elle le faisait. L'enveloppe contenait des emails imprimés entre Amber et maman. Certains avaient des objets qui semblaient inoffensifs, comme « soutien scolaire » et « notes de routine ». D'autres étaient intitulés « brouillon de requête » ou « résumé d'incident ». Amber gardait les mains étroitement jointes sur ses genoux. J'ai téléchargé les formulaires de tutelle depuis le bureau. Maman a dit qu'elle avait besoin de comprendre le processus, au cas où vous déménageriez Sophie sans donner à personne le temps de réagir. Vous travaillez pour un cabinet d'avocats, a dit Dana. Avez-vous utilisé l'accès de l'employeur? Pas de dossier client,
juste des formulaires publics et des modèles. Elle a admis avoir pris des photographies à l'intérieur de mon appartement. Le linge, le réfrigérateur, Sophie dormant sur le canapé. Maman créait une raison de visite, puis Amber attendait que la pièce ait l'air la pire, et prenait la photo sans me le dire. Elle a admis être allée aux urgences 8 mois plus tôt. Elle savait que la blessure n'était pas un bleu. Elle avait entendu le clinicien discuter de la fracture et avait regardé maman signer les formulaires d'admission. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» ai-je demandé. Amber a fixé la table. Maman a dit que tu réagirais de manière excessive, que tu quitterais ton travail, et que tu éloignerais Sophie de nous. Elle était blessée. Je sais. Tu le savais depuis 8 mois. La mâchoire d'Amber s'est contractée. Maman a dit que nous construisions un foyer stable pour Sophie ensemble. Elle a dit qu'une fois que tu aurais déménagé, tu continuerais à changer d'école et d'emploi du temps, et que Sophie n'aurait jamais de racines. Tu croyais que tu avais le droit de m'empêcher de déménager avec mon enfant? Tu ne nous as rien demandé à aucune de nous. J'aurais pu argumenter que je n'avais pas besoin de la permission de la famille pour accepter un emploi ou choisir un foyer. J'aurais pu lister chaque fois où Amber avait disparu, lorsque la responsabilité devenait gênante. Rien de tout cela n'avait autant d'importance que la question que je portais depuis l'anniversaire. Pourquoi l'as-tu frappé? L'expression d'Amber a changé. Pour la première fois, la colère a quitté son visage. Elle est sortie en tenant la page de la requête. Elle a dit que c'était le nom de maman et l'entête de la tutelle. Tout le monde la regardait. Alors, tu as pris le gâteau. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je couvrais le papier de glaçage, maman pourrait l'attraper avant que quelqu'un ne lise davantage. Et si Sophie pleurait, les gens penseraient qu'elle était contrariée par la blague, pas par le dossier. Tu as utilisé son corps pour cacher un document. Je ne voulais pas qu'elle tombe si fort. La panique n'a pas forcé tes mains sur ce gâteau. Elle ne t'a pas forcé à l'enfoncer dans le visage d'une enfant de 8 ans. Tu as pris une décision, parce que lui faire du mal était plus facile que de la laisser parler. Amber a détourné le regard. Ce n'était pas prévu. Cela ne le rend pas inoffensif. Dana a inséré la clé USB dans un ordinateur portable hors ligne et a copié le contenu. Les premiers dossiers contenaient des photographies datées de mon appartement. Un autre contenait des projets de déclaration, écrites de la voix de maman, me décrivant comme oublieuse, émotionnellement instable, et dépendante des autres pour les soins de base de l'enfant. Il y avait des formulaires scolaires scannés avec plusieurs tentatives de ma signature, chacune légèrement différente. Un tableur intitulé « Incident » listait les retards à l'école, les appels manqués, les dates de médicaments, et chaque nuit que Sophie avait passée chez maman. Le dossier le plus troublant était intitulé « Étude de domicile ». À l'intérieur, des photographies de la chambre d'amis de maman, transformée en chambre d'enfant. Nouvelle literie, photos encadrées de Sophie, vêtements rangés par taille, livres sur l'étagère, et un bureau sous la fenêtre. Amber a cliqué lentement. Celles-ci ont été prises après que tu aies accepté le transfert, n'est-ce pas, ai-je demandé. Elle a vérifié les horodatages. Son visage s'est contracté. La plus ancienne photographie avait été prise près de 5 mois avant que je ne reçoive l'offre d'emploi. Maman n'avait pas commencé le plan parce que je déménageais. Le déménagement lui avait seulement donné une date limite. Amber a ouvert un fichier marqué « Requête finale ». Je l'ai regardé chercher sur la première page, puis sur la seconde. Elle a fait défiler plus vite. Mon nom n'est pas là. La requête demandait la tutelle exclusive pour Constance Bishop. Elle décrivait maman comme le seul tuteur stable et constant de Sophie. Amber n'était mentionnée qu'en tant que témoin de soutien. Dana a trouvé un autre document intitulé « Risque du foyer ». Sous le nom d'Amber, maman avait écrit qu'elle était impulsive, financièrement peu fiable, sujette à des décisions émotionnelles, et inadaptée à la garde d'enfants sans surveillance. Amber a lu le paragraphe 2 fois. Elle m'a dit que nous élèverions Sophie ensemble. Elle se préparait à t'utiliser, ai-je dit. Puis à te tenir à l'écart, pour les mêmes raisons qu'elle a invoquées pour dire que j'étais inapte. Le visage d'Amber a semblé s'effondrer. La trahison n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, mais elle lui retirait la dernière excuse qu'elle avait été une partenaire égale dans le plan de maman. Dana a demandé s'il y avait un compte de stockage partagé. Amber a hoché la tête et a écrit l'adresse et le mot de passe. Maman pense que j'ai supprimé mon accès après l'hôpital. Elle a changé un mot de passe, mais pas celui de secours.
Avant de partir, Amber s'est arrêtée à la porte. Elle a gardé une main sur le cadre et a parlé sans se retourner. La vieille blessure ne s'est pas produite comme maman l'a écrit. J'ai attendu. J'ai verrouillé la porte, a-t-elle dit. Mais c'est maman qui m'a dit de ne pas l'ouvrir. Puis elle est partie. La clé USB est restée sur la table, entre Dana et moi. Elle contenait assez de preuves pour montrer que ma famille montait un dossier contre moi, bien avant l'anniversaire. Mais Amber m'avait aussi donné quelque chose qu'aucun document ne pouvait adoucir. Elle avait enfermé une enfant de 8 ans dans la pièce où le visage de cet enfant avait été cassé, et elle était partie parce que notre mère le lui avait dit. Dana a copié la clé USB sur un lecteur crypté, a scellé l'original dans une enveloppe de preuves, et a contacté le détective Alvarez avant que nous ne quittions son bureau. Rien n'a été transmis par email personnel, ou circulé dans la famille. Chaque fichier, horodatage et mot de passe fourni par Amber a été documenté, pour que maman ne puisse pas prétendre plus tard que nous avions altéré le matériel. Amber est revenue cet après-midi-là avec son propre avocat. Elle a proposé de coopérer à l'enquête si son aide pouvait être prise en compte, lors des décisions concernant l'agression de l'anniversaire et les faux documents. Je peux tout leur dire, a-t-elle dit. Mais j'ai besoin de savoir que Lorraine ne se lèvera pas plus tard pour dire que je suis un monstre qui mérite le pire résultat possible. J'ai regardé la femme qui avait frappé ma fille assez fort pour lui fracturer le visage. Je dirai la vérité sur ce que vous leur donnerez. Je ne promets pas de vous pardonner, et je ne demanderai à personne d'excuser ce que vous avez fait. Amber a jeté un coup d'œil à son avocat, puis a signé les papiers de coopération. Le détective Alvarez l'a interrogé sur la blessure d'il y a 8 mois. J'ai été autorisé à assister, car ma fille était la victime, mais Dana m'a prévenu de ne pas interrompre, sauf si Alvarez me demandait quelque chose directement. Amber a dit que Sophie s'était énervée ce soir-là, après que maman l'ait interrogée sur mon emploi du temps. Sophie voulait m'appeler. Maman a refusé, disant que j'étais occupé, parce que j'avais choisi mon travail plutôt que mes responsabilités. Sophie s'est mise à pleurer, a dit Amber. Maman lui a dit qu'elle devait apprendre que les larmes ne lui donnaient pas le contrôle sur les adultes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, a demandé Alvarez. Maman lui a dit de s'asseoir dans le débarras jusqu'à ce qu'elle puisse répondre calmement. La pièce que Sophie appelle la chambre du silence. Amber a hoché la tête. Elle ne voulait pas rester à l'intérieur. Elle n'arrêtait pas d'essayer de sortir, alors maman m'a dit de fermer la porte. Alvarez a attendu. Je l'ai verrouillée. Mes mains se sont crispées sous la table, mais je n'ai rien dit. Amber a décrit Sophie m'appelant à travers la porte. Maman se tenait à l'extérieur et lui a dit d'arrêter de faire son cinéma. Quand Sophie a réalisé que personne n'ouvrait la porte, elle a traîné l'étagère basse sous le loquet et a grimpé dessus. On a entendu l'étagère gratter, a dit Amber. Puis quelque chose s'est renversé. Il y a eu un bruit sourd, comme du métal heurtant le mur, et Sophie a crié. Avez-vous ouvert la porte? J'ai essayé. Maman m'a arrêté. Pourquoi? Elle a dit que si nous l'ouvrions immédiatement, Sophie apprendrait que crier fonctionnait. Elle a dit que nous devions attendre qu'elle se calme, pour que l'histoire ait un sens quand nous l'expliquerions plus tard. La pièce a semblé se rétrécir autour de moi. Ma fille avait été blessée derrière une porte verrouillée, et les adultes à l'extérieur avaient passé ces premiers instants à décider comment le décrire. Combien de temps avez-vous attendu, a demandé Alvarez. Je ne sais pas. 1 minute, peut-être 2. 2 minutes, c'était assez long pour qu'une enfant de 8 ans soit allongée seule, à côté d'une étagère tombée, croyant que personne ne venait. Quand elles ont finalement ouvert la porte, l'œil de Sophie était enflé, et elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Maman a utilisé l'autorisation falsifiée pour l'emmener aux urgences. Amber a conduit, car maman a dit qu'elle avait besoin de temps pour décider ce qu'elle dirait aux cliniciens. Ils ont dit que c'était fracturé, a admis Amber. Maman a dit au médecin que Sophie s'était jetée contre l'étagère pendant une crise de colère. Elle a dit que Lorraine n'avait pas pu être jointe. Vous saviez que c'était faux? Oui. Et quand Lorraine a demandé ce qui s'était passé, nous avons dit que c'était un bleu à cause du placard. Amber s'est mise à pleurer. J'avais peur de maman. Les mots ne m'ont pas ému comme elle le voulait. Tu avais 35 ans. Sophie en avait 7. Tu avais peur de perdre l'approbation de notre mère. Elle était enfermée dans une pièce sans issue. Sophie était la personne qui n'avait pas le choix. Amber s'est essuyé le visage et a baissé les yeux.
Après l'entretien, Alvarez a accédé au compte de stockage partagé, en utilisant les informations d'identification fournies par Amber. Les dossiers remontaient plus loin que les fichiers sur la clé USB. Maman les avait organisés avec la précision d'un projet de travail. Le répertoire principal était intitulé « Plan de stabilité Bishop ». À l'intérieur, des sous-dossiers pour les dossiers médicaux, les observations scolaires, les photographies du foyer, mon emploi du temps, et les projets de documents judiciaires. Un autre fichier contenait des questions que maman avait l'intention de poser à Sophie, suivies de réponses suggérées. Est-ce que ta mère oublie les repas? Est-ce que ta mère te laisse seule? Te sens-tu plus en sécurité chez mamie? À côté de chaque question, maman avait écrit des phrases à mémoriser pour Sophie. Un fichier de calendrier marquait la date à laquelle maman prévoyait de soumettre la requête de tutelle. C'était prévu pour 3 jours avant notre déménagement. Les notes de préparation demandaient à Amber d'organiser d'abord une réunion de famille, afin que maman puisse démontrer que Sophie avait un environnement familial élargi et stable. La fête d'anniversaire n'avait pas été créée uniquement pour la requête, mais maman avait eu l'intention d'utiliser chaque photographie et chaque invité comme preuve que Sophie appartenait à sa famille. Un fichier audio était intitulé « Liste de courses ». Mais Alvarez l'a ouvert, car la taille du fichier était trop grande pour une note de course. La voix de maman a rempli le bureau. Une fois que le juge aura signé, Lorraine pourra crier tout ce qu'elle veut. Elle devra prouver qu'elle mérite de récupérer Sophie, et d'ici là, l'enfant sera déjà installé ici. La voix enregistrée d'Amber a demandé « Quand ajoutons-nous mon nom ?» Maman a marqué une pause. Nous discuterons des rôles après l'ordonnance temporaire. Pour l'instant, trop de noms rendent la requête instable. Tu as dit que nous faisions ça ensemble. C'est le cas. Ne complique pas la paperasse. L'enregistrement prouvait ce que la requête finale suggérait déjà. Maman avait gardé Amber utile avec de vagues promesses, tout en se réservant tout le pouvoir légal. Un second fichier audio contenait la voix de Sophie. Maman lui a demandé de répéter une phrase. Sophie a parlé si doucement que j'ai dû me pencher vers le haut-parleur. Maman m'oublie quand elle travaille. De nouveau. Maman a dit clairement, maman m'oublie quand elle travaille. Bien. Et où te sens-tu le plus en sécurité? Il y a eu un long silence. À la maison avec maman. La voix de maman s'est durcie. Ce n'est pas la réponse que nous avons pratiquée. J'ai tendu la main sur la table et j'ai arrêté le fichier. Ma main tremblait tellement que j'ai manqué le bouton la première fois. Il y en a plus, a dit Alvarez avec précaution. Je n'ai pas besoin de l'entendre craquer pour la croire. Dana était d'accord. Le fichier original pouvait être conservé. Seule la section juridiquement pertinente devait être authentifiée et présentée. Nous n'avions pas à rejouer chaque souffle effrayé, simplement parce qu'il existait. Ce soir-là, un message de maman est apparu sur mon téléphone. Annule le déménagement et je retirerai la requête. Sophie a plus besoin de sa famille que tu n'as besoin d'une autre promotion. Nous pouvons encore mettre fin à tout ça avant que des étrangers ne nous détruisent tous. Elle avait passé des jours à prétendre que Sophie n'était pas en sécurité avec moi. Maintenant, elle proposait d'effacer ce danger si je renonçais au contrôle de l'endroit où vivait ma fille. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message à Dana et Alvarez. La spécialiste des entretiens m'a contacté le lendemain matin. Sophie avait accepté un entretien formel avec un enfant, à propos de la chambre du silence. Quand je lui ai expliqué ce que cela signifiait, elle a demandé si je serais derrière la porte. Je peux attendre à proximité, ai-je dit. Sans écouter. Sauf si tu me demandes d'entrer. Elle a scruté mon visage. Même si je prends beaucoup de temps? Même alors. Sophie a réfléchi avant de hocher la tête. Elle voulait contrôler qui entendait son histoire, et quand. Après tout ce que ma famille lui avait pris, je n'allais pas lui prendre ce choix aussi. Au centre d'entretien, une femme a montré à Sophie une pièce avec du papier à dessin, de petites figurines, et une table assez basse pour les enfants. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, puis je me suis arrêté. Sophie a tenu ma main des siennes. Si je dis la vérité, est-ce que je dois toujours faire partie de leur famille? Je ne lui ai pas dit qui elle devait aimer, pardonner ou appeler famille. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai dit, tu n'as jamais à laisser quelqu'un te faire du mal juste pour prouver que tu l'aimes. Le centre d'entretien ne ressemblait pas à un poste de police.
Les murs étaient peints d'un vert doux, et la pièce où Sophie est entrée avait une table basse, des crayons de couleur, des figurines en bois et une étagère d'animaux en peluche. Personne de ma famille n'était autorisé à l'intérieur. Il n'y aurait pas de confrontation avec maman ou Amber, pas d'adulte se penchant sur Sophie et exigeant qu'elle se répète. La spécialiste m'a rappelé que j'attendrais dans une autre pièce, et que je n'entendrais pas l'entretien pendant qu'il se déroulait. J'ai signé le formulaire de consentement, j'ai regardé Sophie disparaître par la porte, et je me suis assise sous une horloge dont l'aiguille des secondes semblait plus bruyante que toute autre chose dans le bâtiment. Pendant que j'attendais, des souvenirs sont revenus dans le désordre. Sophie m'a dit une fois que le débarras de mamie sentait la poussière et les vieux sapins de Noël. J'avais ri et dit que tous les débarras sentaient comme ça. Une autre fois, elle a supplié de ne pas dormir chez maman et a dit qu'Amber avait joué au jeu de la serrure. Maman a expliqué qu'Amber avait fait semblant de verrouiller une porte de chambre pendant quelques secondes pour faire rire Sophie. J'ai accepté cette explication, car elle est arrivée calmement, proprement, et avant que Sophie ne puisse finir la sienne. C'était le schéma que j'avais manqué. Sophie me donnait des fragments. Maman fournissait des histoires complètes. J'avais fait confiance à la personne qui semblait certaine, au lieu de l'enfant qui semblait effrayé. L'entretien a duré plus d'1 heure. Je ne me suis pas approché de la porte. Je n'ai pas demandé à la réceptionniste si Sophie pleurait. Chaque partie de moi voulait des informations, mais Sophie m'avait demandé de ne pas écouter, et tenir cette promesse importait plus que d'apaiser ma peur. Quand la porte s'est finalement ouverte, Sophie est sortie en tenant un dessin plié. Son visage avait l'air fatigué, mais elle ne pleurait pas. Je me suis levé sans me précipiter vers elle. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé. Elle a réfléchi à la question. « De l'eau. Et j'ai besoin que tu me croies, avant que mamie n'explique. » Les mots ont atterri avec plus de force que n'importe quelle accusation. Je me suis agenouillé devant elle. « J'aurais dû le faire avant, » ai-je dit. J'ai cru mamie parce qu'elle avait l'air calme. J'ai traité ta peur comme quelque chose qu'elle pouvait expliquer pour toi. Quand tu as dit que tu détestais dormir là-bas, j'ai accepté sa réponse au lieu de demander la tienne. C'était une erreur. Sophie m'a regardé attentivement. Même quand elle dira que j'étais confuse? Même alors, je t'écouterai avant d'écouter son explication. Elle ne m'a pas dit qu'elle me pardonnait. Elle a attrapé ma main et l'a tenue pendant qu'elle buvait dans un gobelet en papier. C'était suffisant. Le détective Alvarez et la spécialiste de l'entretien ont parlé avec Dana et moi, après que Sophie soit partie avec Madame Talbot. Ils n'ont pas rejoué l'entretien. Ils nous ont donné seulement les faits nécessaires à l'enquête et à l'audience. Sophie avait utilisé les figurines en bois et son dessin pour montrer le débarras. Elle a placé la figurine de Constance à l'extérieur de la porte, et la figurine d'Amber à côté. Elle a dit que maman l'avait mise à l'intérieur, parce qu'elle ne voulait pas répéter la phrase sur le fait que je l'oubliais quand je travaillais. Amber avait fermé la porte et tourné la clé. Sophie a dessiné l'étagère basse sous le loquet. Elle a expliqué qu'elle avait grimpé dessus parce que le loquet était trop haut pour être atteint depuis le sol. L'étagère a bougé sous son poids, a basculé vers le mur, et l'a projeté contre le bord métallique d'une étagère de rangement. Après l'impact, elle a entendu Amber pleurer dehors. Elle a aussi entendu maman lui dire de se taire. Puis maman a dit, si Lorraine le sait, elle nous enlèvera Sophie. La spécialiste a dit que Sophie se souvenait de ces mots, car maman a répété la même idée dans la voiture. Aux urgences, maman lui a demandé de dire qu'elle s'était mise en colère, avait grimpé sur l'étagère et s'était blessée. Quand Sophie a dit qu'elle me voulait, maman a prévenu que si elle racontait une histoire différente, je pourrais perdre mon travail pour l'avoir laissée seule, et qu'on ne me permettrait peut-être pas de la garder. Sophie était restée silencieuse, parce qu'elle croyait me protéger. J'ai pressé mes 2 mains contre la table. Pendant 8 mois, j'avais pensé que ma fille cachait des soucis d'enfance ordinaires. En réalité, elle avait porté une fracture, une menace, et la conviction que ma sécurité dépendait de son silence. Alvarez a expliqué que le récit de Sophie correspondait au dossier de la clinique, au schéma de la pièce, à la déclaration d'Amber et aux fichiers audio. Les preuves montraient également que maman n'avait pas simplement dissimulé un accident après coup. Elle avait gardé Sophie derrière la porte verrouillée après que l'enfant ait eu peur, avait tardé à l'ouvrir après la chute de l'étagère, puis avait utilisé la blessure pour étayer l'histoire qu'elle construisait contre moi. Dana a attendu qu'Alvarez ait terminé, avant d'ouvrir son classeur d'audience. Nous n'avons pas besoin de prouver que vous n'avez jamais été en retard, fatigué,
débordée ou dépendante de l'aide familiale, a-t-elle dit. C'est le piège que Constance a construit. Si nous passons l'audience à prétendre que vous êtes parfaite, chaque erreur ordinaire devient un point d'attaque. Que prouvons-nous? Qu'elle a falsifié des accès, coaché Sophie, caché une fracture, et fabriqué des preuves pour obtenir le contrôle. Vos erreurs ne sont pas la même chose que sa tromperie. J'ai regardé la déclaration que j'avais commencée dans le bureau de Dana. Il y avait encore des endroits où j'aurais pu adoucir le langage. J'aurais pu décrire les retards comme des complications d'horaire, ou les nuits passées chez elle comme des soins familiaux partagés. Au lieu de cela, j'ai joint mon calendrier de travail complet, les registres de l'école, et chaque message montrant quand j'ai demandé de l'aide à maman. J'ai inclus les nuits où j'ai travaillé tard. J'ai inclus le jour où j'ai manqué d'emmener Sophie directement de la fête aux urgences. J'ai inclus le message dans lequel Sophie disait qu'elle détestait dormir chez mamie, et ma réponse lui disant de suivre les règles. À la fin, j'ai écrit « J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas falsifié de dossier, coaché mon enfant, ou caché une fracture. » La phrase ne me donnait pas l'air innocente de toute faute. Elle séparait la faute de l'abus, et l'erreur de l'intention. L'avocat d'Amber a appelé Dana ce soir-là. Amber témoignerait à l'audience et authentifierait les fichiers qu'elle avait fournis. En retour, elle voulait que je dise à Sophie qu'elle était désolée, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention que la blessure de l'anniversaire se produise. Non, ai-je dit. Dana a haussé un sourcil, mais a attendu. Si Amber veut écrire des excuses par la voie appropriée, elle le peut. Sophie n'est pas obligée de les recevoir maintenant. Je ne porterai pas la culpabilité d'Amber dans la chambre de ma fille, et ne demanderai pas à Sophie de la faire se sentir humaine à nouveau. Dana a relayé la réponse. Amber a tout de même accepté de témoigner. Le lendemain matin, j'ai laissé Sophie avec Madame Talbot et je suis arrivé au palais de justice, portant le classeur de dossier. Dana et moi avions atteint les marches quand maman est apparue à côté d'une des colonnes de pierre. Elle portait un manteau bleu marine et tenait son sac à main des deux mains, impassible, comme si elle attendait devant une église. Nous pouvons encore régler ça en famille, a-t-elle dit. Annule le déménagement. Arrête de laisser les avocats et la police transformer une erreur en guerre. Je l'ai regardée et j'ai compris pourquoi je l'avais crue pendant si longtemps. Elle n'avait jamais l'air effrayée quand elle effrayait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas demandé si elle regrettait la chambre verrouillée, la signature falsifiée ou le gâteau. Je n'ai pas discuté de qui avait détruit la famille. Toute réponse qu'elle aurait donnée ne serait devenue qu'une autre explication, placée par-dessus la voix de Sophie. Je suis passé devant elle. À la porte de la salle d'audience, j'ai resserré ma prise sur le classeur. À l'intérieur, mes retards, mes longs services, mes mauvaises décisions, et chaque fait que maman croyait pouvoir me faire honte et me faire capituler. La vérité ne me donnait pas l'air parfaite. C'était toujours la seule chose que j'avais pour garder ma fille en sécurité. L'audience a eu lieu dans une petite salle d'audience, sans jury, sans public au-delà des personnes directement impliquées, et sans le drame sur lequel maman avait toujours compté pour contrôler une pièce. Il n'y avait pas de parents à impressionner, pas de voisins à qui chuchoter, et aucune caméra n'attendait pour préserver sa version des événements. Seulement un juge, 2 avocats, un greffier, et une table couverte de documents. Maman était assise en face de moi, dans son manteau bleu marine. Amber était assise plus en arrière, à côté de son avocat, pâle et rigide. Elle ne regardait pas maman. L'avocat de Constance a commencé par la présenter comme le centre stable de la vie de Sophie. Il a décrit mes longues heures de travail, les nuits que Sophie passait chez maman, les retards à l'école, et ma décision de ramener Sophie à la maison après la fête d'anniversaire, au lieu de l'emmener directement à l'hôpital. Il a montré les photographies de linge sur mon canapé, d'un réfrigérateur presque vide, et de Sophie endormie dans ses vêtements d'école. Il a mentionné les médicaments que j'avais pris après mon divorce. Puis il a fait référence à l'ancien dossier du centre de soins d'urgence, comme preuve que Sophie avait des antécédents de blessures auto-infligées pendant mon absence. Maman a écouté, les mains soigneusement jointes sur la table. Chaque fait était familier. Chaque explication avait été supprimée. Quand Dana m'a appelé, j'ai promis de dire la vérité et je me suis assise. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mon divorce et l'aide que maman avait fournie. J'ai admis que j'avais dépendu d'elle. J'ai admis que Sophie avait passé des nuits chez elle parce que je travaillais tard. J'ai admis que j'avais une fois rejeté le refus de Sophie de dormir là-bas comme une résistance aux règles.
Avez-vous emmené Sophie directement aux urgences après la fête d'anniversaire, a demandé Dana. Non. Pourquoi pas? Elle était consciente et parlait. Ma mère a dit que l'enflure était mineure, et je voulais la sortir de la maison. Je l'ai ramenée à la maison, je l'ai surveillée, et je l'ai conduite aux urgences quand elle a vomi et a commencé à voir double. Pensez-vous que la ramener à la maison d'abord était la meilleure décision? Non. J'aurais dû la faire examiner plus tôt. L'avocat de maman a semblé presque satisfait. J'ai continué à parler. J'ai fait cette erreur parce que je faisais encore confiance au jugement de ma mère. Je ne savais pas qu'elle m'avait déjà caché une fracture précédente. Dana ne m'a pas demandé de défendre chaque retard, ou d'expliquer chaque photographie. Elle a demandé si j'avais déjà autorisé maman à signer des formulaires médicaux, à modifier les autorisations scolaires, à coacher les réponses de Sophie, ou à dissimuler une blessure. J'ai répondu non à chaque fois. Puis, elle a commencé à présenter les preuves dans l'ordre. Le rapport du docteur Chen a établi que Sophie avait subi une nouvelle fracture après qu'Amber lui ait enfoncé le gâteau au visage. L'imagerie a également montré une fracture plus ancienne autour de l'œil gauche, qui avait mal guéri. Le dossier du centre de soins d'urgence d'il y a 8 mois mentionnait Constance comme l'adulte qui avait amené Sophie. En pièce jointe, l'autorisation médicale portant ma signature falsifiée. Dana a placé mes formulaires scolaires authentiques à côté de l'autorisation. Mon L restait ouvert à la base. La fausse signature se fermait en boucle. Le même faux L apparaissait sur le formulaire de sortie d'école modifié, qui avait donné à maman un accès illimité. Ensuite, vint le bout de papier taché de glaçage que Sophie avait caché dans la poche de sa robe. Le numéro de dossier correspondait au brouillon de tutelle de maman. Le texte survivant nommait Constance Bishop comme requérante. La vidéo de l'anniversaire a été diffusée sans son au début. Sophie est entrée en tenant le dossier bleu. Amber a vu la page, a pris le gâteau et l'a enfoncé dans son visage. Puis le son a été rétabli. Elle ne peut pas s'être encore fait mal de ce côté-là. Amber a fermé les yeux quand sa propre voix a rempli la pièce. Dana lui a demandé de s'asseoir à la barre des témoins. Amber a admis avoir téléchargé les modèles de tutelle, photographié mon appartement, et organisé les fichiers de maman. Elle a admis être allée aux urgences après que Sophie ait été blessée dans la chambre du silence. Elle a admis avoir entendu le clinicien dire que Sophie avait une fracture, et avoir aidé maman à me le cacher. Finalement, elle a décrit l'anniversaire. J'ai vu la page dans la main de Sophie, a dit Amber. Elle avait l'entête de la tutelle et le nom de maman. J'ai pensé que si je la couvrais de glaçage, maman pourrait la prendre avant que Lorraine ne la lise. Je voulais que tout le monde pense que Sophie pleurait à cause d'une blague. Vous avez choisi de la frapper, a demandé Dana. Oui. Sophie est-elle tombée parce qu'elle a paniqué? Non, elle est tombée parce que je l'ai frappée avec le gâteau. La voix d'Amber s'est brisée, mais personne n'a bougé pour la réconforter. L'avocat de maman a tenté de rejeter la responsabilité de tout le plan sur Amber. Il a souligné qu'Amber travaillait dans un cabinet d'avocats, avait imprimé les formulaires, et avait pris les photographies. Dana a répondu avec la requête finale. Elle demandait la tutelle exclusive pour Constance Bishop. Le nom d'Amber n'apparaissait qu'en tant que témoin. Dana a ensuite présenté l'évaluation privée de maman, décrivant Amber comme impulsive, financièrement peu fiable, et inapte à la garde d'enfants sans surveillance. Amber a regardé maman de l'autre côté de la pièce. Tu as dit que nous faisions ça ensemble, a-t-elle chuchoté. Maman ne lui a pas répondu. L'enregistrement audio a été authentifié ensuite. La voix de maman disait qu'une fois que le juge aurait signé l'ordonnance, je pourrais crier tout ce que je voulais. Un deuxième extrait la capturait, faisant répéter à Sophie la phrase selon laquelle je l'oubliais quand je travaillais. L'avocat de maman s'est opposé à ce qu'on en diffuse davantage. Dana était d'accord. Le tribunal n'avait pas besoin d'entendre chaque répétition effrayée. La partie pertinente avait déjà montré que les mots que maman a présentés plus tard comme les déclarations naturelles de Sophie avaient été répétés. Dana a soumis le message que maman m'avait envoyé après avoir déposé la requête. Annule le déménagement et je retirerai la requête. Le juge l'a lu 2 fois. Maman a finalement pris place à la barre des témoins. Son sang-froid a tenu pendant les questions sur mon emploi du temps et le déménagement. Elle a dit qu'elle croyait que Sophie avait besoin de continuité, et que j'étais devenu sur la défensive chaque fois que quelqu'un remettait en question mes décisions. Quand Dana a posé des questions sur les fausses signatures,
maman a prétendu que je lui avais donné une autorisation générale des années plus tôt. Alors pourquoi copier le nom de Lorraine au lieu de signer le vôtre, a demandé Dana. Maman a dit qu'elle avait essayé d'éviter les délais administratifs. Dana a demandé pourquoi elle avait caché la fracture. Je ne l'ai pas cachée. J'ai géré l'urgence. Vous avez dit à Lorraine que c'était un bleu. Elle travaillait. Vous avez créé un dossier disant que Sophie s'était blessée lors d'un épisode émotionnel. C'est ce qui s'est passé. Dana a placé le résumé de l'entretien, la déclaration d'Amber, et le schéma de la chambre du silence devant elle. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Sophie était hors de contrôle. Nous lui apprenions les limites. Vous avez gardé un enfant effrayé derrière une porte verrouillée, après qu'une étagère lui soit tombée dessus. J'essayais de l'empêcher de manipuler tout le monde autour d'elle. Pour la première fois, le juge a regardé directement maman, plutôt que les papiers. Maman a semblé réaliser comment ces mots sonnaient. Elle s'est tournée vers moi. J'essayais d'empêcher qu'on m'arrache ma petite fille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la protéger. Je ne lui ai pas donné l'argument qu'elle voulait. Je n'ai pas listé chaque mensonge, ni demandé comment enfermer Sophie pouvait être qualifiée de protection. Vous ne la protégiez pas, ai-je dit. Vous remplaciez sa voix par la vôtre. Le juge a rejeté la requête de tutelle d'urgence. Le plan de sécurité existant est resté en vigueur, et il a été interdit à maman de contacter Sophie directement, ou de tenter de la retirer de l'école, des soins médicaux, ou de ma garde. Les soupçons de falsification, de faux dossiers, et la conduite entourant la chambre du silence ont été renvoyés à l'enquête criminelle. L'implication d'Amber serait traitée séparément, y compris l'agression de l'anniversaire et son rôle dans la dissimulation de l'ancienne blessure. Sa coopération n'effaçait pas ses choix. Maman s'est levée à la fin de l'audience. Elle semblait moins vaincue qu'offensée, comme si le tribunal n'avait pas compris le service qu'elle avait essayé de nous rendre. J'ai fait ça parce que j'aime Sophie, a-t-elle dit en passant. J'ai continué à marcher. Je n'avais plus besoin de discuter de sa définition de l'amour. À l'extérieur de la salle d'audience, j'ai appelé Madame Talbot. Sophie est venue au téléphone après un moment. Est-ce que mamie peut encore m'emmener, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Elle ne peut pas, il y a eu une pause. Pour la première fois, Sophie ne m'a pas demandé de le répéter. Nous avons déménagé 2 mois après l'audience, à la date que j'avais initialement prévue. Pendant un certain temps, les gens ont supposé que le déménagement signifiait que j'échappais à ce qui s'était passé. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Fuir aurait signifié laisser la vérité inachevée. Au moment où Sophie et moi avons emballé la dernière boîte, les dossiers médicaux avaient été corrigés, les autorisations scolaires avaient été modifiées, et les enquêteurs avaient des copies de chaque document que ma mère avait créé. La nouvelle ville n'était qu'à 2 heures de route, mais elle nous a donné assez de distance pour construire des routines qui nous appartenaient. J'ai accepté la promotion et j'ai arrangé mon emploi du temps, pour que Sophie sache où je serais chaque après-midi. Si un service changeait, je le lui disais avant de le dire à quiconque. Un calendrier était accroché à côté du réfrigérateur, avec les heures de travail, les rendez-vous chez le thérapeute, les événements scolaires, et les noms des 2 personnes autorisées à la récupérer. Sophie avait choisi les 2 noms elle-même. L'un appartenait à Madame Talbot, qui a accepté de rester un contact d'urgence malgré la distance. L'autre appartenait à Nina Moral, la mère d'une fille de la nouvelle classe de Sophie. Nina avait passé les vérifications de l'école, m'avait rencontré 2 fois, et avait demandé directement à Sophie ce qui la mettait à l'aise. Personne n'a obtenu d'accès parce qu'il faisait partie de la famille. L'accès devait être expliqué, limité et accepté. Sophie voyait un thérapeute 1 fois par semaine. Au début, elle parlait rarement de maman ou d'Amber. Elle dessinait à la place. Ses premiers dessins montraient une pièce au mur gris, une étagère basse, et pas de porte. Dans les dessins suivants, l'étagère s'est éloignée du mur. Des semaines plus tard, un petit carré est apparu au-dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé quand elle me l'a montré. « Une fenêtre », a-t-elle dit. La pièce n'en avait pas, mais la mienne peut en avoir. Je ne lui ai pas dit ce que la fenêtre signifiait. J'avais passé trop de temps à accepter les explications des autres sur ses sentiments. Je l'ai laissé décider de ce qui appartenait à l'image. Le rapport du docteur Chen est resté une partie du dossier médical de Sophie, mais le dossier du centre de soins d'urgence a été modifié.
Un avis indiquait maintenant que l'autorisation qui m'était attribuée était contestée et sous enquête, que je n'avais pas été informé de l'ancienne fracture, et que le récit prétendant que Sophie s'était blessée lors d'une explosion émotionnelle n'était pas fiable. Je ne pouvais pas effacer ce qui avait été écrit, mais je pouvais empêcher la fausse version de rester seule. Maman a fait face à des accusations liées aux documents falsifiés, aux fausses déclarations, et aux dangers créés dans la chambre du silence. Le processus a avancé lentement. Il n'y a pas eu de condamnation dramatique unique qui a tout réglé pour toujours. Ce qui a changé en premier, c'est son accès. Elle ne pouvait pas contacter Sophie, se présenter à l'école, accéder à ses soins médicaux, ou utiliser un autre parent pour envoyer des messages. Cette perte de contrôle a semblé la blesser plus que les accusations. Elle a envoyé une lettre par l'intermédiaire de Dana. L'enveloppe contenait 4 pages expliquant qu'elle avait seulement voulu garder la famille unie. Elle a écrit que je comprendrais un jour à quel point il était effrayant de voir une fille faire des choix qui affectaient tout le monde. Elle a dit que Sophie finirait par demander pourquoi je lui avais enlevé sa grand-mère. Je n'ai pas lu la lettre à Sophie. Je l'ai envoyée à Dana et j'ai gardé une copie avec les dossiers de l'affaire. Sophie n'était pas responsable de juger les intentions de maman, d'apaiser sa culpabilité, ou de décider si elle méritait une autre chance. Amber a continué de coopérer à l'enquête. Ses déclarations et ses fichiers ont aidé à établir ce que maman avait prévu, mais ils n'ont pas effacé l'agression de l'anniversaire, ni les mois où elle avait dissimulé la fracture de Sophie. Elle a accepté la responsabilité par l'intermédiaire de son avocat, et a envoyé des excuses écrites par le canal approuvé. J'ai dit à Sophie qu'une lettre existait. Tu peux la lire maintenant, plus tard, ou jamais. Elle y a réfléchi pendant plusieurs jours avant de dire qu'elle n'était pas prête. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de méchant, a-t-elle demandé. Non. Et si elle est vraiment désolée? Elle peut être désolée sans être autorisée à revenir dans ta vie. Sophie a semblé incertaine. Pardonner à quelqu'un, n'est-ce pas ce que font les bonnes personnes? Le pardon n'est pas un billet que quelqu'un utilise pour franchir ta porte. Tu peux pardonner, ne pas pardonner, ou changer d'avis plus tard. La sécurité ne dépend pas de celui que tu choisis. Elle m'a demandé de garder la lettre avec les papiers de Dana. C'est ce que j'ai fait. Ma propre responsabilité n'a pas disparu lorsque le plan de maman a été exposé. J'avais ignoré la peur de Sophie parce que j'avais besoin d'aide et que je faisais confiance à l'explication la plus simple. Je l'avais ramenée à la maison après la fête au lieu de chercher des soins immédiatement. J'avais permis à maman de s'impliquer tellement dans nos routines que j'avais cessé de me demander où l'assistance se terminait et où le contrôle commençait. J'aurais pu me punir avec ces faits pour toujours. Cela n'aurait pas aidé Sophie. J'ai aussi refusé de me qualifier uniquement de victime de maman. J'avais été manipulé, mais j'étais toujours l'adulte responsable de remarquer quand mon enfant ne se sentait pas en sécurité. Alors, j'ai changé ce que je pouvais changer. Quand Sophie a dit qu'elle ne voulait pas rendre visite à la maison d'une camarade de classe, je n'ai pas demandé à l'autre mère d'expliquer d'abord. J'ai demandé à Sophie ce qui la mettait mal à l'aise. Quand elle est devenue silencieuse après la thérapie, je n'ai pas rempli le silence de questions. Je lui ai rappelé que j'étais disponible quand elle le voulait. L'écoute est devenue quelque chose que je pratiquais, pas quelque chose que je supposais savoir déjà faire. À l'approche de son prochain anniversaire, je m'attendais à ce qu'elle évite le sujet. Au lieu de cela, elle a demandé si elle pouvait avoir une petite fête dans un parc près de notre appartement. Elle voulait la fille de Nina, 2 camarades de classe, Madame Talbot, et aucune famille élargie. Tu veux des décorations, ai-je demandé. Quelques jeux. Seulement ceux sur lesquels tout le monde est d'accord. Quelles règles veux-tu? Elle a répondu sans hésiter. Personne ne touche le gâteau avant que je le coupe. Pas de blagues qui font mal. Et si quelqu'un veut une photo, il doit demander. J'ai écrit les règles sur l'invitation. Non pas comme un avertissement, mais comme une partie du plan. La fête a eu lieu sous une rangée d'érables qui commençait à jaunir. Il n'y avait pas de caméra cachée, d'invités surprises, ou d'adultes chuchotant sur les affaires de famille. Le gâteau était petit, blanc, et décoré de fleurs bleues, car Sophie avait choisi la couleur elle-même. Quand est venu le moment de le couper, j'ai placé le couteau à côté de l'assiette et j'ai reculé. Je n'ai pas guidé sa main, ni ne me suis approché pour une photographie. Nina a demandé si elle pouvait en prendre une. Sophie a dit oui. Tout le monde a attendu. Sophie a enroulé ses 2 mains autour du manche et a enfoncé le couteau au centre.
La première tranche a penché d'un côté, et une fleur bleue s'est repliée dans le glaçage. Elle l'a soulevée sur son assiette et a souri. Personne ne s'est moqué d'elle. Personne n'a tendu la main par-dessus la table. Le gâteau est resté exactement où elle le voulait, jusqu'à ce qu'elle invite les autres à prendre une part. Une semaine plus tard, sa nouvelle école a renvoyé un formulaire de contact d'urgence mis à jour. Sophie s'est assise à côté de moi pendant que je le remplissais. Nous avons examiné chaque nom, numéro de téléphone et autorisation. Quand j'ai atteint la ligne de signature, j'ai écrit Lauren Bishop, avec le L ouvert que j'utilisais depuis le lycée. Sophie a regardé le stylo bouger. C'est ta vraie signature, a-t-elle dit. Oui. En bas, il y avait une ligne permettant à l'élève de reconnaître la liste de sorties approuvées. C'était facultatif, mais Sophie a pris le stylo et a soigneusement écrit son propre nom sous le mien. J'ai vérifié le formulaire une fois de plus. Es-tu d'accord avec tout le monde sur cette liste? Elle a regardé les 2 noms approuvés, puis ma signature et la sienne. Je sais qui peut me ramener à la maison maintenant, a-t-elle dit.